Bonjour, voici quelques éléments de base concernant la couleur et plus particulièrement la perception de la couleur, puisque finalement la couleur en soi, telle que l'on la met sur un mur, au niveau de la perception qu'on en a, est parfois bien différente, et donc en fait on va essayer de comprendre les mécanismes qu'il y a donc derrière cela, en sachant que on va toujours prendre cela à l'envers, entre guillemets, par l'autre bout. C'est-à-dire que finalement, eh bien souvent, on part du matériau, que ça soit pour la lumière, la source lumineuse, que ça soit pour la couleur, la peinture, que ça soit pour la lumière colorée, la source lumineuse ou la réflexion de la lumière sur un mur coloré. D'accord. Et donc, on a trop souvent tendance à partir de cela, et finalement, eh bien, c'est assez biaisé comme manière de faire. Donc voilà, mais ça, je vous renvoie à d'autres vidéos qui montrent en fait les stratégies qu'on peut avoir donc derrière cela, pour en tout cas concevoir les choses en prenant, en prenant véritablement la problématique par l'autre bout, et donc non pas la couleur, non pas la lumière, mais l'humain. Et donc on va avoir une approche anthropocentrée en partant de cela. Et donc en fait, il y a cette notion de lumière, œil, cerveau, mais finalement on devrait inverser la chose et on va l'inverser. Mais si on prend ça simplement sous cet axe-là, en un premier temps, parce que c'est plus facile d'abord peut-être, donc on a cette source lumineuse qui éclaire. Sans lumière, en fait, il n'y a pas de perception de la couleur. Donc, s'il n'y a pas de lumière ou trop peu de lumière, les cônes ne fonctionneront pas. Donc, les cônes, ce sont un des deux types de récepteurs que l'on a dans le fond de l'œil. Et donc les cônes, retenez d'ailleurs que cône, ça commence par C, et donc ça va avec la couleur. Les autres récepteurs sont les bâtonnets. Et quand il n'y a pas assez de lumière, bien ce sont les bâtonnets qui prennent les relais. Les bâtonnets sont plus sensibles, mais ils ne permettent que de voir en noir et blanc. Les cônes permettent de voir ça en couleur. D'accord? Et donc en fait, on a donc cette source lumineuse qui va éclairer. Donc voilà, donc il faut cette lumière, enfin en tout cas suffisamment de lumière que pour percevoir finalement la couleur. Ça va éclairer une surface colorée qui va réfléchir sélectivement. Je vous en parle dans quelques minutes là. Et donc en fait, l'œil en tout cas va recevoir des radiations colorées. Et donc en fait une lumière colorée qui va donc activer les cônes et en fait va dans le cerveau ou par un traitement dans le cerveau plutôt donner l'impression ou une sensation de la couleur. D'accord. Donc voilà, avec un traitement justement entre différentes caractéristiques. Mais donc finalement la notion de couleur, eh bien c'est une construction mentale pour une bonne part. D'accord. Donc bien sûr il y a toute la dimension physique et physiologique, mais c'est une construction mentale et même presque aussi sociétale d'ailleurs, puisque par exemple les Esquimaux ont énormément de mots pour parler du blanc, avec toutes des nuances de blanc. Leur univers est blanc, donc ils sont sensibles aux nuances de blanc auxquelles nous ne sommes pas sensibles, mais nous sommes sensibles à d'autres aspects, à d'autres couleurs et ainsi de suite. D'accord. Donc en vieux japonais par exemple, eh bien le bleu et le vert sont le même mot, ao, qui est le bleu, mais qui est en même temps un bleu vert et donc par extension le vert. Et vous connaissez peut-être ces plantes que l'on met dans les haies comme ça entre deux habitations par exemple, et qui ne perdent pas leurs feuilles, qui sont persistantes et qui s'appellent en français des okuba ou okuba.
Et en fait, ça vient de Aokuba, donc Aokiba plutôt, l'arbre avec les feuilles bleues ou bleu-vert. Et donc, quand les Hollandais qui ont été parmi les premiers à avoir des contacts avec les Japonais et qui sont des grands amateurs de plantes, ont ramené cette plante. Ils ont demandé en fait quel était le nom. On leur a dit c'est Aokiba, c'est l'arbre aux feuilles bleues. Enfin bon, voilà, pour leur expliquer, et c'est devenu Aokuba. Donc tout est relatif. Il y a des constructions mentales et puis il y a la dimension physiologique et physique. Alors, je vous ai dit que justement l'œil recevait donc une lumière colorée, d'accord. Donc voilà, et ici, pour que vous compreniez encore mieux ce petit schéma qui vous montre que justement une surface verte, on va la physiologiquement, dans ce cas-ci, on va la percevoir verte parce que la physique fait que la lumière blanche réfléchie sur une surface verte ne va réfléchir que le vert, que le segment en fait donc spectral du vert. Le bleu et le rouge dans ce cas-ci vont être absorbés. C'est ce qui fait que, alors le fait d'être absorbé, rien ne disparaît, donc ça se transforme en énergie, donc en chaleur, et c'est pour ça que une surface noire qui va être mise sous une lumière ou sous le soleil va chauffer parce que elle ne va rien réfléchir. C'est pour ça qu'on l'apercevra comme noire. Mais donc en fait cette énergie qui est venue frapper la surface, elle va rester dans la matière et donc elle va chauffer la matière, et donc c'est pour ça qu'on aura une surface noire qui va être plus chaude qu'une surface blanche. La surface blanche renvoyant toute la lumière. Alors là où ça devient évidemment plus compliqué, c'est quand la lumière elle-même est colorée. Alors je vous montre ici l'exemple d'une lumière rouge qui est réfléchie sur une surface rouge. Attention à la condition que spectralement on soit en fait dans les mêmes conditions pour la lumière colorée et pour le mur rouge, d'accord. Donc voilà. Alors quelques petits exemples qui sont tirés au départ d'ailleurs d'un écrit de Jacques Filassier, mais bon, j'ai complété un petit peu la chose. Et il parle en fait des avatars du mur vert pâle. Alors, le mur vert pâle, d'ailleurs, le vert pâle, c'est une couleur qui, justement, peut varier assez fortement selon en fait le type de lumière colorée qui vient la frapper et d'autres conditions. Et donc, on peut dire que ce mur vert pâle, avec le temps, il va pâlir. C'est-à-dire que les pigments vont disparaître, par exemple, voilà. Mais il va aussi s'encrasser éventuellement, d'accord. Et donc il va y avoir, s'il n'est pas lisse ou autre, il va y avoir finalement la crasse, la poussière, donc ce qui est sombre va venir s'accrocher et donc il va devenir plus sombre. Selon l'heure de la journée, il va paraître plus bleuté le matin, par exemple, ou vers midi, dans certains cas, et en tout cas plus orangé le soir. Et donc évidemment quand du vert, et c'est pour ça que on part du vert, si on rajoute du bleu, eh bien finalement ça va tendre vers le bleu, et de l'orangé ça va tendre finalement vers un vert qui va tirer à la fin vers un jaune. D'accord. Alors très important aussi en couleur matière, c'est le contre-jour. Si je vois le contre-jour en fait le mur en contre-jour, donc la lumière qui vient de face, eh bien la couleur va paraître d'une part plus sombre et moins saturée. Donc pour ces concepts-là, on en reparle dans quelques minutes éventuellement, mais il y aura d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos. Donc voilà. Alors
le mur vert pâle aussi, si on continue ces avatars, le pauvre, il y a des notions qui sont par exemple explicitées par Johannes Heaton. Donc selon le voisinage, avec un mur de briques et donc rouge, donc complémentaire, eh bien en fait cette complémentarité à la fois justement de couleurs mais aussi spatiale, les deux couleurs se juxtaposant, va faire que le vert tout à coup va être perçu comme beaucoup plus saturé qu'il ne l'est en réalité, donc beaucoup plus vif pour le dire dans un discours plus simple. Lors de la fête du village, par exemple, éclairé par un projecteur rouge, eh bien finalement il deviendra rosé. D'accord ? Alors les LED d'ailleurs transforment encore bien plus que les anciennes sources lumineuses ou les anciens projecteurs avec des filtres qu'on mettait par devant. Les LED, c'est de la lumière colorée en soi dès le début. Donc voilà, et donc ça va transformer encore plus la chose. La nuit, avec de l'éclairage routier, en tout cas le sodium basse pression que l'on avait sur les autoroutes, ce n'est même plus le cas aujourd'hui, mais va le rendre franchement orangé. Une Ferrari rouge, sous cet éclairage-là, paraîtra l'équivalent d'une Ferrari jaune, pour prendre les deux couleurs typiques de cette marque de voiture. Donc voilà. Donc vous voyez à quel point finalement il y a à prendre les conditions, le contexte dans lequel les choses vont être perçues, d'accord ? Et donc il ne suffit pas de dire voilà, je veux du vert, quel vert déjà, mais voir aussi les conditions physiques qui vont modifier finalement la perception de ce mur vert. Alors, donc pour ce faire, donc on va un petit peu regarder ce qu'il en est, mais on va surtout se baser sur un petit peu les couleurs primaires. Alors, il y a des approches trichromatiques et quadrichromatiques, donc voilà. Mais donc on a les couleurs primaires dans un contexte trichromatique, voilà. Et donc ce sont des couleurs complémentaires. Alors on a d'ailleurs deux systèmes. On a le RGB, le rouge, le vert et le bleu. Hein, c'est celui des LED par exemple. Voilà, donc de la lumière colorée. Et puis on a CMYK. Qui est pour le noir, mais j'y reviens dans un instant, mais on va se concentrer sur les trois premières lettres, qui sont le magenta, enfin le cyan plutôt pour le C, le magenta et le jaune. D'accord ? Donc voilà. Alors, on peut, en fait, donc ça ce sont les couleurs primaires. Ok ? Et voilà, on peut les assembler, et donc on va avoir une synthèse additive, avec donc dans un système RGB, voilà, où la somme de deux couleurs en fait du rouge et du vert par exemple va donner le jaune, du rouge et du bleu va donner le magenta, du bleu et du vert va donner le cyan, et quand j'assemble ces trois couleurs, attention, les couleurs résultantes, d'accord, on a l'impression que c'est ok, j'assemble le rouge, le vert et le bleu, non, j'assemble en fait le jaune, le magenta et le cyan. Et là, j'ai du blanc. Ça, c'est la synthèse additive. D'accord ? Donc, c'est la grande image du bas. Et si maintenant on regarde la synthèse soustractive, d'accord, c'est l'inverse. Donc, je pars finalement du cyan, du magenta et du jaune, là, qui sont des couleurs d'imprimerie. Quand vous ouvrez un livre avec des images colorées, bien dites-vous que sauf rares exceptions, mais il a été imprimé avec des encres qui sont justement donc du cyan, du magenta et du jaune. Et donc quand j'associe le cyan et par exemple le magenta, j'obtiens un bleu. Quand j'associe du cyan et du jaune, j'obtiens un vert. Et quand j'associe du magenta et du jaune, j'obtiens un rouge. Quand j'associe les trois couleurs résultantes, d'accord, donc le bleu, le vert et le rouge, dans ce cas-ci, je n'obtiens pas de blanc
comme c'était dans la synthèse soustractive avec les couleurs RGB initiales, mais j'obtiens un noir. D'accord. Alors on rajoute en fait de l'encre noire parce que bon, ça coûte moins cher, mais aussi parce que dans la synthèse soustractive, eh bien, on n'obtient jamais vraiment en fait un noir parfait, un noir opaque, un noir total. D'accord. Si vous faites de l'aquarelle, d'ailleurs, eh bien, vous verrez qu'à partir d'un certain moment, si les couleurs de votre aquarelle sont bien réparties, eh bien, votre eau, en fait, elle va devenir grise, plus ou moins foncée, mais elle devrait être un gris neutre si l'équilibre entre toutes les couleurs que vous avez assemblées, en fait, est harmonieux, je ne sais pas, parce que ça dépend d'un individu à l'autre, d'une culture à l'autre et de plein d'autres facteurs, mais en tout cas, vous devriez avoir un gris neutre si vous avez utilisé les mêmes proportions de couleurs, donc des différentes couleurs, pour réaliser votre aquarelle. Alors, ça nous amène finalement à nous poser la question de qu'est-ce que la couleur? Alors, la couleur, c'est bon, ici, vous voyez clairement une tache de couleur rouge, d'accord? Comment est-ce qu'on la définit? On la définit d'une part, et c'est à partir du haut, avec sa nuance, sa tonalité chromatique ou sa chromaticité. Donc voilà, et donc en fait, on a un spectre chromatique qui s'exprime en nanomètres, et donc l'instrument de mesure permettra de déterminer que voilà, on a un rouge ou une teinte de autant de nanomètres. Donc vous voyez qu'on va aller à peu près de 420 à 700 en tirant beaucoup, mais enfin voilà, toujours en nanomètres. Okay. Donc c'est finalement c'est l'essentiel en tout cas, et c'est ce qui va donner la roue des couleurs. D'accord. Alors quand je dis essentiel, attention, il n'y a pas de hiérarchie, d'accord. Mais si vous n'avez pas ce paramètre-là, les deux autres à déterminer, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Alors les deux autres, en fait, bon, je vais prendre donc la partie de gauche, ce sera plus facile. Donc voilà, où on a la clarté, hein, d'accord. Donc voilà, ou le facteur de luminance. Alors contrairement à la petite parenthèse, mais contrairement à la lumière, en couleur, en fait, on a énormément de termes pour exprimer la même chose. D'accord. Donc voilà. Et donc ici, de nouveau, l'instrument de mesure peut nous dire, tiens, mais en clarté, eh bien, j'ai 21%. D'accord. Donc voilà. Donc c'est finalement relativement sombre. On est à 1/5 de la totalité de la clarté que l'on peut avoir en soi. Alors que quand on voit la couleur, ce n'est pas ce qui nous apparaît en premier, d'accord. Mais bon, donc c'est un facteur dont on doit tenir compte à ce niveau-là, si on veut caractériser la lumière, la couleur, pardon. Et donc, si on veut la caractériser encore, eh bien, le troisième paramètre indispensable, si on n'a pas ces trois-là, elle ne sera pas caractérisée suffisamment finement, c'est la saturation. D'accord. Donc la pureté chromatique ou colorimétrique, et donc ici l'instrument de mesure nous dit voilà, j'ai 44% de pureté chromatique ou colorimétrique. Okay. Donc voilà. Alors ça c'est intéressant. Donc c'est au plus en fait je vais avoir une couleur qui est pure, au plus en fait elle va être saturée, comme on dit. D'accord. Donc elle va être vive. Donc ici, je suis finalement dans un pas si saturé que ça, donc dans un rouge relativement moyen. Alors, si vous êtes attentif, les barres de droite et de gauche, donc celle de la saturation et celle de la clarté, font que finalement, il y a une couleur qui est commune, c'est le blanc. D'accord. Donc on y reviendra dans une autre vidéo où on parlera
de certaines manières de classifier les couleurs et de les définir. Mais en tout cas, retenez cela, qu'il y a cette chose en commun pour les deux. Alors, je fais une petite incise, mais qui est tout de même extrêmement importante, parce que je vous ai dit que sans lumière, en fait, il n'y avait pas de couleur, en tout cas au niveau de la perception. Voilà. Et donc la définition ou la caractérisation que j'ai expliquée juste avant, elle n'est valable que, je dirais, assez abstraitement. Si personne n'est là pour percevoir la couleur, surtout pour nous architectes, on a peu de chances en fait que ça ait un quelconque intérêt. Alors, ce que vous voyez à l'image là, c'est ce qu'on appelle un graphe CIE de 1931. Alors, la CIE, c'est la Commission internationale de l'éclairage. Il fut un temps où les grandes institutions, donc dans les grandes institutions, on parlait français d'ailleurs avant de parler anglais, et donc voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez la répartition donc des couleurs dans cette forme en fer à cheval là, avec finalement toutes les longueurs d'onde. C'est ce qui est en bleu. D'accord, donc vous voyez que on part là de 380 et puis on va terminer à 700. Alors après il y a une droite en bas, d'accord, et donc qu'on appelle la droite des pourpres et qui en fait permet de fermer la zone. Alors toutes les couleurs ne sont pas reproductibles donc si vous êtes un peu confronté à cela avec votre écran, vous verrez que en anglais on appelle ça color gamut, voilà, et que ça ne prend qu'une partie de cet ensemble très très vaste. Alors corollairement, dans une autre vidéo, j'ai expliqué que l'œil en fait était favorisé, pourrait-on dire d'une certaine manière, pour percevoir les verts. Ouais, je crois que le graphe ici, il est assez clair par rapport à cela. D'accord? Donc voilà. Alors, si on revient à la lumière, et la lumière dite blanche, on se rend compte que finalement, pour la caractériser, eh bien, on va et donc elle varie. Ok? C'est à la fois du bleu très vif quand le ciel est très bleu un jour d'hiver plutôt, pas d'été, enfin il est bleu aussi en été, mais d'hiver où il fait très froid, enfin voilà, et donc vous avez un bleu parfait ou presque qui est voilà. Donc ça vous avez une extrémité et à l'autre finalement vous avez le coucher de soleil où le soleil devient incandescent quasiment. Donc voilà. Alors je parle d'incandescence parce que on va utiliser ce qu'on appelle un lieu planckien, donc de Planck, qui est un scientifique allemand qui a imaginé que on allait en fait prendre c'est un modèle théorique, on allait prendre un corps noir et on allait le chauffer, d'accord, et de ce fait-là, on va avoir cette courbe que vous voyez, d'accord, voilà, et les différentes températures qui vont permettre de caractériser finalement différents blancs. Alors, ça n'apparaît pas sur le schéma, il faudrait zoomer et on se rendrait compte que, alors, des blancs, voilà, très très vastes par rapport à ceci, mais néanmoins, et donc ça nous permettra de caractériser cela, en degrés Kelvin, donc voilà, et de caractériser les blancs par rapport à cela, et donc vous retrouverez ça sur des des ampoules par exemple où on vous dira blanchot 2700 degrés Kelvin, d'accord, donc ça vient de cela, ok, et au plus c'est froid, alors de manière très étonnante, mais allumez votre bec à gaz et vous le verrez, d'accord, au plus c'est chaud, au plus ça va tendre vers le bleu. D'accord, donc on aurait tendance à imaginer l'inverse, mais non, c'est comme ça. Voilà. Alors, ça c'est une chose, mais finalement, donc ça c'est pour la lumière dite blanche. Vous avez compris que c'est vraiment dite,
elle n'est pas blanche en tant que telle. L'autre aspect, c'est quelles sont les couleurs que l'on perçoit en tant que telles, et donc comment est-ce qu'on peut les localiser, les caractériser, enfin les localiser sur le graphe CIE de 1931, mais les caractériser. Et donc en définitive, un autre chercheur, Macadam, a mis au point ce qu'on appelle des ellipses de Macadam. Donc vous voyez, c'est toutes ces ellipses qui permettent de déterminer, tiens, ceci est un vert, un bleu, et ainsi de suite, et de les caractériser plus généralement en fonction de la perception, d'accord, que l'on a finalement de cette couleur-là. Voilà, et donc vous avez le petit point qui est le centre finalement, et donc qui caractérise la couleur dont on parle, d'accord, et l'ellipse qui est la zone jusqu'où on peut considérer que cette couleur est perçue comme telle, nommée éventuellement, enfin, ou en tout cas perçue par l'humain de cette manière-là. Si vous êtes vraiment attentif, vous aurez remarqué que de manière sous-jacente, en dessous, il y a un triangle là, et donc qui est le triangle RGB, donc du rouge, du vert et du bleu, et donc c'est le color gamut dont je vous parlais précédemment, tient lieu de cela. Alors, voilà. Merci. On va continuer dans une autre vidéo sur finalement la caractérisation des couleurs et surtout, enfin ça c'était plutôt maintenant, et donc la manière dont on va les classifier. Voilà. Mais l'un et l'autre sont liés à ce niveau-là. Merci de votre attention. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris finalement cette chose qui est la couleur et qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine.